Le 20 août 1975 fut pour beaucoup de savants un jour tout à fait exceptionnel. Ce jour-là marquait le départ de la mission Viking 1 vers la planète Mars. Pendant que les équipes de techniciens s'installaient devant leurs ordinateurs, leurs appareils et leurs écrans, on procédait à la dernière vérification du véhicule spatial. Tout était prêt, le compte à rebours avait commencé, une aventure spatiale de la plus haute importance était entreprise pour démontrer une fois pour toutes que, dans les conditions voulues, la vie pouvait se développer à partir d'une matière inanimée. La loi fondamentale de la biologie affirme que la vie ne peut provenir que de la vie. Pourtant, de temps à autre, quelques savants avancent que peut-être la vie pourrait surgir à partir de matière inanimée. Au Moyen Âge, par exemple, le monde scientifique était convaincu que la vermine et les mouches provenaient directement des tas d'ordures et des détritus. Cette croyance était tellement ancrée dans les esprits que le célèbre savant italien Francesco Redi dut démontrer en 1668, au moyen d'une expérience simple, que la vermine et les mouches se reproduisaient certes sur les détritus, mais n'en provenaient pas. Il plaça un morceau de viande dans 3 flacons, boucha le premier avec un bout d'étoffe mince, le second avec un morceau de papier, et laissa le 3e ouvert. Bientôt, des mouches s'introduisirent dans le flacon ouvert et s'installèrent sur la viande en décomposition. D'autres, ne pouvant entrer dans le flacon bouché par le chiffon, pouvaient cependant sentir l'odeur de la viande et s'installèrent sur le chiffon. Le papier couvrant le 3e flacon empêchait à la fois d'entrer et de sentir la viande. Aussi n'en approchèrent-elles pas. Au bout de quelque temps, de petits vers apparurent sur la viande dans le flacon ouvert, et de même sur le chiffon qui bouchait le 2e flacon. La viande en décomposition dans le 3e, bouchée par du papier, ne renfermait aucun ver. Il devint donc clair pour les savants que les mouches avaient pondu leurs œufs sur la viande du flacon ouvert et que les vers en étaient nés. Comme les mouches ne pouvaient atteindre la viande du 2e flacon couvert d'un chiffon, mais qu'elles la sentaient, elles déposèrent leurs œufs sur le chiffon. Le flacon bouché avec du papier ne dégageait aucune odeur de viande et n'attira donc pas les mouches. Ce flacon ne produisit aucun ver. 2 siècles plus tard, cependant, il y avait encore des savants pour croire à la génération spontanée. Mais cette fois, il s'agissait du monde microscopique des bactéries et des algues. Elles semblaient ne venir de nulle part, et beaucoup de gens croyaient qu'elles étaient produites par la matière sur laquelle on les trouvait. Louis Pasteur, l'un des plus grands savants de tous les temps, n'était pas de cet avis. Il était convaincu pour sa part que la loi fondamentale de la biologie, la vie seule peut produire la vie, s'appliquait aussi bien aux bactéries qu'à la vermine et aux mouches, et finalement à l'ensemble du monde vivant. Aussi fit-il une expérience devant une assistance d'ailleurs complètement sceptique. Il prit un premier flacon, y introduisit un bouillon de culture, stérilisa et scella le tout. Aucune bactérie n'apparut dans ce milieu. Il prit un second flacon, muni d'un col en forme d'S. La poussière et les particules porteuses de bactéries restant bloquées dans le col, aucune bactérie n'atteignit le bouillon. Le monde des savants fut obligé de s'incliner devant les faits. Un siècle plus tard, on croit à nouveau que la vie peut naître à partir de matière inanimée. Cette fois-ci, on s'imagine qu'il y a très longtemps, la première forme de vie a été générée à partir de gaz et de substances chimiques. Voilà pourquoi, ce 20 août, tous les yeux étaient fixés sur Mars, car son atmosphère et son climat, bien qu'extrêmement froids et secs, rappellent plus que sur aucune autre planète ceux de la Terre. Il semblerait que Mars, sorte de laboratoire naturel flottant dans l'espace, pourrait apporter la réponse à la question de savoir si la vie peut naître de la matière inanimée. Ainsi, on ne douterait plus que la vie ait pu se former sur la Terre, pour peu que l'on découvrit des traces de vie ailleurs.
La fusée spatiale Viking emportait à son bord un des miracles de la technologie moderne. Un laboratoire scientifique miniaturisé dans un cube de 30 cm de côté, capable de mener à bien toutes les expériences que fait un laboratoire d'une grande université moderne. Cet appareil prodigieux se posa sur la surface de Mars et les expériences commencèrent. L'appareil pouvait prélever des morceaux du sol, les analyser avec ses instruments ultra perfectionnés et envoyer les résultats vers la Terre. Les savants étaient sûrs que même si la vie n'y existait plus aujourd'hui, elle avait existé autrefois. On apercevait sur la surface de la planète des traces d'eau, signe, pensait-on, qu'il y aurait eu des conditions semblables à celles qu'on croyait avoir originellement existé sur la Terre. Les savants étaient impatients d'analyser les résultats qui parvenaient en grand nombre dans la salle de contrôle. Alors survint le choc, quelque chose de plus amer qu'une déception. Une déconvenue peut-être analogue à celle que subirent leurs devanciers lors de l'expérience de Pasteur. Ils étaient tellement convaincus que la vie pouvait provenir de la matière non vivante qu'il leur paraissait quasiment inconcevable que le sol martien fût stérile. On n'y trouvait non seulement aucune trace de vie, mais encore aucune preuve que la vie y eût jamais existé. On vérifia plusieurs fois les résultats, mais la réponse fut chaque fois la même. Pour s'assurer de n'avoir rien négligé, on organisa une seconde mission. Et l'envoi dans l'espace de Viking 2, le 9 septembre 1975, ranima les espoirs de certains savants. Les nouveaux résultats ne les confortèrent pas davantage, car ils confirmaient qu'aucune forme de vie n'avait pu exister sur Mars. On commença bien sûr à se poser des questions. Des sommes énormes avaient été dépensées, et les partisans de l'évolutionnisme se trouvaient toujours plus incapables de fournir des preuves concrètes à l'appui de leur théorie. L'investissement n'avait été d'aucun rapport. L'argent des contribuables semblait avoir été utilisé pour essayer de justifier la croyance de certains savants en une théorie dépourvue de base scientifique. On entendit même dire que ces résultats entraînaient l'abandon pur et simple de la notion de génération spontanée et d'évolution. Le présent film commence donc au stade où se sont arrêtés Viking 1 et Viking 2. Des savants qui ont examiné de près certains aspects de la théorie de l'évolution sont interrogés pour nous faire découvrir quelle est la situation actuelle. Bien des gens s'imaginent que les fossiles d'animaux sont la preuve qu'une évolution s'est produite dans le passé. Afin de déterminer si tel fut vraiment le cas, interrogeons la science qui étudie les fossiles, c'est-à-dire la paléontologie. Le professeur Roberto Fondi est un spécialiste de paléontologie, qu'il enseigne au département des sciences de la Terre à l'université de Sienne, en Italie. Parmi ses nombreuses activités, il en est une qui l'amène à être conseiller scientifique dans la reconstitution des animaux préhistoriques. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose la pensée évolutionniste n'est absolument pas confirmée par la paléontologie. Quelle est cette hypothèse? En premier lieu, que des cellules vivantes puissent provenir par génération spontanée de matière non vivante. Cela signifierait qu'à la suite d'une chaîne de réactions chimiques au sein d'une soupe primitive hypothétique, une cellule vivante serait apparue. Ensuite, que ces cellules se seraient regroupées en colonies, après une longue période de temps, pour former des structures multicellulaires complexes. Ces structures sont également supposées s'être transformées, au fil des temps, en animaux et finalement en hommes. Selon cette hypothèse, les ancêtres de toutes les créatures vivantes, y compris l'homme, remonterait à une seule cellule. Cette ascendance est représentée sous forme de gigantesques arbres généalogiques, aux branches innombrables sortant d'un même tronc, dont les racines plongent directement dans la matière inanimée. Et la paléontologie ne confirme-t-elle pas cette hypothèse? Pas du tout.
Tous les groupes biologiques, depuis la bactérie et l'algue bleue jusqu'à l'homme, apparaissent d'un seul coup dans le registre des fossiles, sans aucun lien qui les unisse entre eux. Pourquoi alors tant de gens croient-ils que les fossiles sont une preuve de l'évolution? L'évolution est enseignée aux enfants et présentée aux adultes comme un fait vérifié, et démontré depuis si longtemps qu'on perdrait son temps, ou même qu'il serait ridicule de le mettre en question. Dans mes 2 livres, Après Darwin et la révolution organiciste, je donne les noms de savants bien connus, tels que George Gaylord Simpson et Stephen Jay Gould de l'université de Harvard, qui croient vraiment que l'évolution est un fait incontestable. Il est pourtant d'autres savants, tout aussi connus, qui croient en l'évolution tout en admettant qu'il n'en existe pas de preuves à l'appui, comme par exemple Émile Guillemot de l'Université de Genève et J.A. Kerkut de l'Université de Southampton. Alors, quelle est la vérité en définitive? Eh bien, il existe un livre qui raconte l'histoire du passé. Ce sont les roches et les restes fossilisés qu'elles contiennent. Il appartient aux paléontologues de déchiffrer ce livre et de donner la réponse. Et que lisez-vous dans ce livre, professeur? Il est clair qu'après 2 siècles environ de recherches très poussées, la preuve paléontologique sur laquelle devrait reposer la théorie de l'évolution est non seulement rare, mais grandement sujette à caution. Car enfin, si l'évolution avait réellement eu lieu, on devrait en trouver des preuves abondantes et incontestables. Les musées devraient regorger de fossiles représentant clairement les transitions entre les différents groupes biologiques. Eh bien, pas du tout. En outre, rien n'indique que cela va changer à l'avenir. Les quelques fossiles qui prétendent montrer une sorte de lien évolutionniste, tels que les amphibiens Ichthyostega et Seymourria, le reptile Probainognathus, l'oiseau Archaeopteryx et le singe australopithèque appelé Homo habilis sont loin d'être concluants. Et la prétendue évolution de l'homme? L'idée d'une évolution graduelle de l'homme à partir de créatures telles que les singes australopithèques est sans aucun fondement et doit être absolument rejetée. L'homme n'est pas le chaînon le plus récent dans la longue chaîne de l'évolution. Il représente un type, ou taxon, qui a existé sans aucun changement substantiel depuis sa première apparition. La justification de ce que j'avance se trouve clairement développée dans mes livres. Quelle est donc votre conclusion, professeur? Celle-ci, simplement. On ferait beaucoup plus de progrès en biologie et dans les autres disciplines si l'on voulait bien sortir des impasses du mythe évolutionniste pour en revenir aux méthodes fécondes de la morphologie d'Aristote, de Linné, de Cuvier et de quelques autres. La biochimie étudie l'essence même de la vie et sa structure. Elle pénètre à l'intérieur même de la matière, dans le noyau de la cellule vivante. De nos jours, nul n'est aussi qualifié que le savant biochimiste pour nous révéler si une forme d'organisme vivant pourrait se transformer en une autre forme. Voici donc le professeur Sermonti, généticien, biologiste moléculaire et biochimiste de renommée internationale. Demandons-lui ce qu'il pense de l'évolution. Professeur, à la lumière de la biologie moléculaire moderne, comment voyez-vous la théorie de l'évolution? Les nouvelles découvertes en biologie moléculaire ont fortement modifié nos idées sur bien des questions, notamment sur celle d'évolution. De quelle façon, plus précisément? Les résultats obtenus en biologie moléculaire et en génétique
ont montré que ce que prétend l'évolutionnisme, à savoir que les mutations se trouvent renforcées par la sélection naturelle, est tout simplement erroné. La sélection naturelle ne fait qu'éliminer les nouveautés entraînées par les mutations. La sélection naturelle a un effet stabilisateur sur la vie. Pourtant, les fossiles montrent que les animaux et les plantes étaient différents autrefois. Ils ont donc dû changer. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur de croire que si les êtres vivants étaient différents autrefois comparés à ceux d'aujourd'hui, ces derniers seraient dérivés de ceux qui ont disparu, qui se sont tout simplement éteints. Les anciens organismes n'ont pas donné naissance à de nouveaux êtres en disparaissant. Sur ce point, dirais-je, tous les biologistes sont d'accord. Aucun ne soutient que les mammifères dérivent des dinosaures. À l'évidence, ce n'est pas possible. C'est une conception absolument erronée. Le fait d'observer dans le passé l'existence d'êtres vivants différents ne signifie nullement que nous en dérivions. La théorie de l'évolution prétend que certains organismes encore plus primitifs que les bactéries auraient évolué jusqu'à l'homme, durant un laps de temps considérable. Que pensez-vous de cette croyance, professeur? Mais c'est ridicule, c'est impossible. Rien ne permet à un petit organisme de se transformer en homme. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce qui nous apparaît comme un organisme simple est en fait une réalité biologique très complexe. Même les bactéries possèdent une structure génétique et biochimique à ce point complexe qu'elles ne peuvent dériver de formes simples. Cela signifie-t-il que tout ce qui est vivant a toujours été complexe depuis l'origine? Parfaitement. C'est ce que montrent précisément la biologie moléculaire et la génétique. La complexité existe dès les origines. Par exemple, l'étude que nous avons entreprise du noyau de la cellule montre que le système responsable de la production des enzymes, sans lesquels la synthèse des protéines ne peut se faire, est identique depuis la bactérie jusqu'à l'homme. Puisque les mêmes types principaux de créatures et de plantes existent aujourd'hui comme dans le passé, il est clair que le même mécanisme complexe de la vie a existé depuis l'origine. C'est pour le généticien la meilleure preuve que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. Une dernière question, professeur. Quand donc l'homme a-t-il fait son apparition? L'homme, il n'existe aucune preuve que l'homme provienne de quelque autre animal antérieur. Ce que nous pouvons dire en observant les chromosomes ou l'ADN de l'homme et en les comparant à ceux des autres espèces, c'est que l'homme est un être original. Il ne dérive d'aucune autre espèce. La génétique refuse absolument l'idée que l'homme serait une créature récente provenant d'une forme primitive différente.
Un des problèmes auxquels se heurte le géologue est celui de l'arbre fossile, dont il existe quelques exemplaires en Australie, en Amérique et ailleurs. On peut en voir qui traversent verticalement plusieurs épaisseurs de houille. En voici par exemple un qu'on trouve dans une mine de charbon de Birmingham en Amérique. Certains ont jusqu'à 12 mètres de long et traversent plusieurs bancs de roches. Ce schéma donne une idée de tel cas. Ce qui est curieux, c'est qu'on nous dit qu'un seul de ces bancs aurait pu mettre des millions d'années pour se former. Si c'était le cas, cela aurait donc duré des millions d'années pour enterrer un arbre. Ce n'est pas possible, car l'arbre aurait pourri ou serait décomposé bien avant d'être complètement enterré. Comment alors expliquer ces fossiles? Un savant s'est penché sur ce problème, et l'épisode que vous allez voir vous donnera une idée des implications de son étrange et passionnante découverte. Pour suivre l'explication, il faut bien comprendre la différence entre une couche et un banc. Ici, vous voyez des bancs de couleur orange, jaune ou bleu. Dans chaque banc, vous pouvez apercevoir plusieurs strates. Ce que vous ne pouvez pas voir, par contre, ce sont les couches de sédiments. Vous ne pouvez les voir, car lorsque chaque couche de sédiments arrive, elle se divise en bancs, comme ce que vous voyez. Si vous pouviez voir les couches, elles ressembleraient en gros à ceci. À la fin du film, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de comprendre la différence entre les bancs et les couches. Non seulement vous aurez la solution au problème de l'arbre fossile, mais cela vous expliquera aussi pourquoi la théorie de l'évolution s'effrite. Qu'y a-t-il de si important à propos de ces roches? Ce ne sont pas n'importe quelles vieilles roches. Elles sont composées en majorité de petites particules de sédiments. On les appelle des roches sédimentaires. En fait, elles recouvrent les 3/4 des terres du globe. Chose curieuse, elles ont toutes été formées sous les eaux. Lorsque le niveau de l'eau a baissé, les sédiments ont été exposés à l'air libre. Ils ont séché et sont devenus des roches. Regardez cette falaise. Vous voyez qu'elle est divisée en bancs. Le banc de grès a été coloré en jaune, le banc d'argile en bleu, celui de calcaire en orange. Chaque banc se divise lui-même en strates. Ces lignes horizontales sont des strates. Afin de comprendre l'histoire incroyable que ce film va vous présenter, il faut examiner de près ces strates. Elles sont disposées de façon rigoureuse. Les grosses particules se réunissent dans la partie inférieure de la strate, alors que les plus fines se déposent dans la partie supérieure. Cette disposition se retrouve à tous les niveaux des bancs. Quelquefois, on aperçoit une cassure ou un joint entre la strate inférieure d'un banc et la strate supérieure du banc immédiatement en dessous. Cela s'appelle un joint de stratification. Depuis un certain temps maintenant, on soupçonne que ces roches ont un secret. La découverte de ce secret aboutira à un changement de nos idées sur un sujet des plus importants, celui des origines de l'humanité. L'un des premiers experts en roches sédimentaires était allemand. Il s'appelait Johannes Walter. Alors qu'il séjournait en Italie à la fin du siècle dernier, il examina des sédiments dans la baie de Naples. En creusant verticalement dans les sédiments de la baie, il découvrit que les bancs qui reposaient les uns sur les autres suivaient le même ordre que ceux qui se trouvaient les uns à côté des autres, horizontalement. L'ordre des bancs qu'on pouvait voir les uns à côté des autres, en allant de la côte vers la pleine mer, était le même que l'ordre des bancs verticaux. Il se rendit compte qu'on se trompait en affirmant que le banc du fond était nécessairement plus ancien que celui du dessus.
il devenait clair que tous les bancs, ceux du dessus, ceux du milieu et ceux du fond, étaient encore en train de se former. Ils se formaient latéralement. Ainsi, une partie du banc supérieur avait le même âge qu'une partie du banc inférieur. Assez rapidement, Walter comprit la cause de cette formation latérale des bancs. Les particules de sédiments se déversant dans les mers, apportées par les rivières, les inondations et le vent, se trient entre elles selon leur taille. Les plus grosses particules, celles colorées en jaune, restent près de la côte. Les moins lourdes, en bleu, sont entraînées un peu plus loin, et les particules les plus fines, colorées en orange, sont emportées par les vagues et les courants encore plus loin. On peut voir que les couches de sédiments se déposent les unes à côté des autres. Les particules de sédiments dans les couches se trient suivant leur taille, dans les bancs de types variés de sédiments. Ceci pourrait être un banc de galets, celui-ci de grès, celui-ci d'argile. Ainsi, les bancs se forment latéralement. Ce morceau de banc, le plus proche de la côte, est plus ancien que ce morceau du même banc plus éloigné de la côte. Ainsi, cette partie du banc au fond a le même âge que cette partie du banc au-dessus. Avant Johannes Walter, en 1870, deux Russes, Golovkinski et Inostranziev, avaient remarqué que dans les bassins océaniques anciens, remplis de sédiments, les mêmes séries de dépôts pouvaient être observées en surface côte à côte et verticalement l'un en dessous de l'autre. La caractéristique de ces dépôts ou faciès, c'est qu'ils sont parallèles à la pente du bassin. Ceux observés par Walter dans la baie de Naples ne le sont pas. Ils sont presque horizontaux. La raison en est qu'à part de petits changements dus aux marées, les séries de dépôts dans le golfe de Naples et ailleurs résultent d'une mer pratiquement toujours au même niveau. La position des dépôts de sédiments dans les bassins océaniques, tels que ceux observés par les deux savants russes, semblait résulter de changements de niveaux importants des océans. Le niveau de l'eau qui s'élève s'appelle une transgression. Le niveau de l'eau qui descend s'appelle une régression. Quand l'eau monte ou transgresse, ce qui peut être dû à des raz-de-marée, les sédiments se déposent parallèlement à la pente des côtés du bassin océanique. Les particules les plus grosses, en jaune, se déposent le long de la pente. Lorsque le niveau de l'eau baisse ou régresse, les particules les plus fines, en orange, se déposent le long de la pente. L'observation des bassins océaniques anciens, remplis de sédiments, montre par la position des dépôts ou faciès que les eaux, dans le passé, ont dû monter et descendre bien des fois en succession rapide. Les sédimentologues appellent ces phénomènes des cycles de transgressions et de régressions. Les différents genres de dépôts résultent de leur triage latéral des sédiments, et non pas d'une sorte de dépôt se superposant sur une autre. Il semblerait donc que l'origine des bassins sédimentaires se trouve dans des cycles de niveau d'eau montant et baissant rapidement, techniquement parlant, de transgression ou de régression. La position des dépôts ne résulte donc pas du principe de superposition ou de continuité, mais de l'application de la loi de Johannes Walter. Ces cycles de niveaux montants et descendants des eaux n'ont pas pu avoir lieu partout dans le monde en même temps. Peut-être étaient-ils semblables à d'énormes marées océaniques. Ainsi, lorsque le niveau des eaux montait et déposait d'énormes quantités de sédiments en un lieu, simultanément, des sédiments se déposaient ailleurs, suivant le niveau descendant des eaux.
Les autres experts en roches sédimentaires réagirent alors en déclarant que la découverte de Johannes Walter expliquait seulement la formation des roches côtières. Mais à leur connaissance, les sédiments des profondeurs marines s'étaient déposés les uns au-dessus des autres. Par conséquent, la couche du dessus était forcément plus jeune que celle du dessous. Dans cette falaise, formée probablement de sédiments au fond des mers, on croit que les strates du banc au fond sont beaucoup plus anciennes que celles du dessus, ici. Pourquoi ? Parce que les géologues croient que les strates et les couches ne sont qu'une seule et même chose. Dans les années 70 et 80, plusieurs échantillons de sédiments ont été ramenés en creusant le fond de l'océan Pacifique par le vaisseau le Glomar Challenger. Ces forages ont apporté la preuve que la découverte de Walter s'appliquait aussi bien aux sédiments provenant du fond des mers. Cela signifie que virtuellement toutes les roches sédimentaires du monde ont dû se former de la même façon. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Tout simplement ceci. Prenez le Grand Canyon, celui du Colorado aux États-Unis. C'est le plus grand, le plus large, le plus profond, le plus long des canyons de la Terre. Sur ces côtes, on voit des bancs de sédiments, les uns sur les autres, sur toute l'épaisseur du bas jusqu'en haut. On dit que chaque banc indique un âge géologique. Mais ce que nous savons aujourd'hui, grâce à Johannes Walter et au forage du vaisseau le Glomar Challenger, indique que des parties de bancs différents peuvent avoir le même âge. Pourtant, certains ont beaucoup de mal à accepter cette découverte. Deux événements récents doivent lever tous ces doutes. En 1980, le mont Sainte-Hélène, un volcan des États-Unis, a explosé. Il détruisit une immense forêt voisine et déclencha un raz-de-marée dans un lac proche, le lac Spirit. En quelques heures, 200 mètres de sédiments se déposèrent et formèrent des roches en se desséchant. Des roches avec leurs strates. Suite à l'explosion, la poussée d'énormes quantités de boue creusa un canyon à travers les roches avoisinantes, un canyon de plus de 30 mètres de profondeur et de 60 de large. Alors qu'on a cru qu'il fallait des millions d'années pour former des canyons et des strates dans les roches, ces deux formations géologiques se sont formées en quelques heures. Le deuxième événement a eu lieu dans un laboratoire. Un sédimentologue français, Guy Berthaud, a découvert deux faits d'importance capitale. Le premier est celui-ci. Le sable s'écoulant de façon continue, que ce soit dans le vide, dans l'air ou dans l'eau, se trie alternativement en dépôts de petites et de grosses particules, qui ressemblent à des couches mais n'en sont pas. Un deuxième fait est apparu durant les expériences que Guy Berthaud a dirigées à l'Université du Colorado. En observant le dépôt de sédiments entraîné par un courant d'eau circulant dans un canal à parois transparentes, il a constaté que lorsque la vitesse diminuait, les grosses particules sédimentaires se déposaient seules, tandis que lorsqu'elle augmentait, des laminets se formaient. Ainsi, le granoclassement répétitif, qui caractérise les strates, n'est pas obligatoirement, comme l'ont cru les géologues, l'effet de couches successives, mais il peut être aussi bien l'effet des variations de vitesse, du courant d'entraînement des sédiments. Une autre découverte intéressante est celle-ci. Les joints ou les cassures entre les strates résultent de la dessiccation ou de l'assèchement des sédiments. On pensait jusqu'alors que ces cassures étaient dues à l'interruption de l'arrivée de sédiments. On croyait que la surface de la dernière strate déposée s'était durcie et que des années plus tard, de nouveaux sédiments avaient recommencé à se déverser et qu'ainsi une nouvelle strate s'était formée au-dessus de l'ancienne. Cette explication doit être abandonnée à cause de deux nouvelles découvertes.
D'abord, comme l'ont montré les forages du vaisseau le Glomar Challenger, les sédiments du fond de la mer ne durcissent jamais, sauf après 300 mètres d'épaisseur de dépôt. À l'exception des Schatz, qui peuvent commencer à durcir au bout de 100 mètres. L'autre découverte faite en laboratoire montre que lorsque le niveau de la mer baisse et que les sédiments humides sont exposés à l'air, des cassures surviennent entre certaines strates, suivant le procédé de dessiccation. Aussi ces joints ou ces cassures ne dépendent-ils pas de la durée? Ces expériences ont été menées par une équipe de spécialistes au cours de nombreux mois dans des conditions rigoureuses, en laboratoire. Tout a été filmé et peut être vu librement. Ces expériences confirment un fait vital pour l'histoire de la sédimentologie. Les strates ne donnent aucune indication d'âge. Guiberteau a montré que les strates que vous pouvez voir dans ces bancs dépendent de la vitesse du courant. Elles ne se déposent pas les unes sur les autres au cours des âges. Elles se forment latéralement de la même manière que les bancs. Ces expériences ont été reproduites à plus grande échelle. Elles ont alors été présentées au 14e Congrès international de sédimentologie dans le film documentaire qui va suivre. Les roches sédimentaires témoignent du passé préhistorique de la Terre. Leurs caractéristiques principales comprennent des strates distinctes de matériaux relativement homogènes, formés lors de périodes sédimentaires interrompues, supposées de longue durée. À l'échelle microscopique, les roches sédimentaires montrent une succession de particules fines et grossières sous forme de laminées. Les roches sédimentaires étant formées lors de la décantation de particules dans l'eau, il est instructif de réaliser quelques expériences fondamentales de stratification au laboratoire d'hydraulique. Un mélange hétérogranulaire de sables fins en blanc et de sables grossiers en noir est utilisé pour les expériences. Considérons le roulement d'une sphère sur un plan horizontal. Le rayon de la sphère est R, la masse M, la vitesse angulaire oméga et la vitesse de translation V égale au produit de la vitesse angulaire oméga par le rayon. Le moment d'inertie de la sphère est donné par 2/5 du produit de la masse et du carré du rayon. L'énergie cinétique du mouvement est donnée par la formule suivante. E est égal à 7/10 du produit de la masse et du carré de la vitesse. À une certaine vitesse V, l'énergie cinétique devient directement proportionnelle à la masse M. On en conclut que l'énergie cinétique d'une grosse particule est plus élevée que l'énergie cinétique d'une petite particule. L'énergie cinétique accrue des grosses particules leur permet de franchir des perturbations de surface. Considérons un mélange homogène de grosses particules en noir et de petites particules. Lorsque le mélange est mis en déplacement transversal, les petites particules qui ont une énergie cinétique plus faible se déposent au pied de la couche en mouvement et les grosses particules roulent à la surface du dépôt de fines particules. La ségrégation de particules survient lors du mouvement latéral du mélange hétérogranulaire. Les grosses particules en noir roulent à la surface d'une pellicule de particules fines de même densité en blanc. Les mélanges cisaillés à l'angle de frottement interne démontrent également les mêmes caractéristiques de ségrégation.
La question fondamentale de la lamination est la suivante. La nature produit-elle une ségrégation répétitive sous une alimentation sédimentaire continue? Examinons d'abord les conditions submergées. L'écoulement turbulent autour des particules a conduit les chercheurs à croire que la lamination résulte de la périodicité cyclique de la turbulence. La même expérience de sédimentation à l'air montre les mêmes caractéristiques de lamination sous forme de ségrégation répétitive. De plus, l'épaisseur des laminés s'accroît avec le taux d'alimentation du mélange hétérogranulaire. On remarquera que les laminés sont en pente avec un angle d'environ 30 degrés. Le vide absolu étant à moins 760 mm de mercure, l'hypothèse de turbulence est mise à l'épreuve sous un vide partiel à moins 560 mm de mercure. La lamination devient clairement visible dans l'absence quasi totale de tout fluide ambiant. La lamination dépend donc essentiellement de l'interaction mécanique entre particules de taille différente, de formes différentes et de densités différentes. Sous l'eau, la lamination s'observe lors d'une accumulation graduelle de particules sur une surface parfaitement plane. Regardez attentivement cette même séquence de lamination en mouvement accéléré. Des expériences de stratification à plus grande échelle sont réalisées au laboratoire d'hydraulique de l'Engineering Research Center. Un canal mesurant 20 mètres de longueur et 1,30 m de largeur recircule 30 mètres cubes d'eau et 8 tonnes d'un mélange hétérogranulaire de sable. Ce canal maintient une alimentation continue d'un mélange de sables fins et grossiers à débit constant. Considérons le diagramme d'un delta très simple. Au temps initial, nous avons la partie supérieure du delta, la face frontale du delta et la partie inférieure du delta au temps initial T1. Les particules en mouvement le long du lit, les particules les plus grosses se déposent sur la face frontale et font progresser le delta vers l'aval. Les particules les plus fines se déposent sur la partie supérieure et les parties en suspension se déposent sur la partie inférieure, indiquée ici. Au temps T2, le profil s'est déplacé tout simplement vers l'aval, à un nouveau temps T2. L'accumulation de particules entre les temps T1 et T2 représente donc une couche sédimentaire. Ce delta typique progresse graduellement vers l'aval. Une vue agrandie montre la lamination de particules fines du dépôt de surface. L'épaisseur du dépôt de surface décroît vers l'aval en approchant la face frontale du delta. Après un long intervalle de temps, on observe les caractéristiques principales de la stratification, avec les particules fines au-dessus, les grosses particules au milieu et les particules fines au-dessous. Il est important de comprendre que la chronologie de formation des dépôts dépend des couches sédimentaires et non des strates.
Les isochrones correspondent donc à l'interface entre les couches successives et non à l'interface entre les strates. L'épaisseur des strates est fonction du changement de transport solide qui survient dans un écoulement graduellement varié. Considérons maintenant deux particules dans le dépôt. Une particule en A, dans la strate supérieure, et une particule B, dans la strate inférieure. La particule en A s'est déposée en un temps T1 antérieur à la particule B. La particule B s'est donc déposée après la particule A dans la strate supérieure. La profondeur d'écoulement est augmentée de façon très graduelle, tout en conservant des conditions identiques d'apport sédimentaire et de débit d'écoulement. Un dépôt substantiel s'accumule en fonction du temps, avec prédominance de delta, de dunes et de rides en phase divers de développement. Le dépôt séché à l'air d'un delta très simple montre les caractéristiques distinctes de la stratification en termes de superposition de strates de sable fin en blanc et de strates de sable grossier en noir. Une section transversale est taillée dans le delta afin d'identifier les caractéristiques principales du dépôt formé à débit constant sous une alimentation continue du mélange hétérogranulaire. La coupe transversale montre une superposition distincte de strates de particules fines en blanc et de grosses particules en noir. En regardant la coupe des strates superposées, on serait tenté de conclure que ces strates correspondent à des couches sédimentaires successives, résultant de périodes sédimentaires discontinues, que chaque strate est plus vieille que celle qui la recouvre, et plus jeune que celle qu'elle recouvre, et que chaque strate est de même âge en tout point. Cette expérience de stratification met en défaut ces hypothèses, parce que ces strates ne sont pas identiques à des couches sédimentaires successives. De plus, on observe une stratification très nette sous une alimentation continue de mélange de sable hétérogranulaire. Pourquoi donc est-ce si important? Tout simplement parce qu'on a utilisé les strates pour dater les roches sédimentaires et les fossiles qui s'y trouvent, et cela depuis un siècle. Or, pour la première fois, on a expliqué le mécanisme de la formation des strates. Il est évident qu'on ne peut plus se servir des strates pour évaluer l'âge des fossiles ou des roches. Certains fossiles des strates inférieures pourraient parfaitement être plus récents que ceux des strates supérieures. Voici quelques créatures maritimes qui vivent à des niveaux écologiques différents. Une grande quantité de sédiments se déverse et elles sont toutes recouvertes. Finalement, en l'absence d'air, elles peuvent se transformer en fossiles. Bien entendu, les animaux marins ensevelis dans la strate supérieure et ceux de la strate inférieure ont le même âge, puisqu'ils sont dans la même couche de sédiments. Ensuite, une autre épaisse couche de sédiments arrive et d'autres créatures maritimes sont emprisonnées. Mais le plus important est de comprendre que celles en haut de la couche précédente ont été ensevelies avant celles en bas de la dernière couche. Ainsi, ce fossile là-haut est plus ancien que celui-là en bas. Voici le directeur du programme de recherche qui s'explique lui-même. La théorie de l'évolution se base sur la croyance qu'une succession d'espèces fossilisées au cours de longues périodes géologiques démontre qu'il y a eu un progrès évolutif entre les espèces. Comme nous venons de le voir, et comme cela a été reproduit au laboratoire, les couches formées par l'arrivée des sédiments ont été à tort identifiées à des strates. L'échelle des temps géologiques et la succession chronologique des espèces ont été calculées sur cette interprétation erronée, celle qui assimilait les strates à des couches successives de sédiments. Une même couche de sédiments
peut être divisée en partie de plusieurs strates. Les plus récentes observations et expérimentations, dont les nôtres, montrent que la configuration des dépôts stratifiés est fonction des conditions hydrauliques. Cela permet, à l'inverse, de déterminer, à partir de la configuration des roches sédimentaires, les conditions hydrauliques de leur genèse. De ce fait, l'échelle des temps géologiques est remise en question dans ses fondements, et par conséquent, la succession chronologique des fossiles induisant la théorie de l'évolution. La position des fossiles dans les roches pouvant correspondre à la zonation écologique des espèces marines. Quel âge a la Terre? Des millions d'années ou seulement quelques milliers? Que nous dit la datation radiométrique sur l'âge des roches? La science de la chimie physique peut éclairer ces questions. Le professeur Boudreau, qui enseigne la chimie inorganique et physique dans une université de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a approfondi ce sujet et devrait pouvoir nous éclairer. Professeur Boudreau, un peu plus haut dans ce film, nous avons appris que les strates et les fossiles des roches sédimentaires ne donnent aucune indication sur l'âge de ces roches. Y aurait-il d'autres méthodes, telles que la datation au carbone 14, qui pourraient déterminer l'âge des fossiles et des roches? Il faut d'abord être clair au sujet du carbone 14, qui est une forme radioactive instable de l'élément carbone qui se trouve dans toute matière vivante. Un organisme vivant absorbe et rejette pendant sa vie du carbone, dont une petite partie est du carbone 14. À un moment donné, à la mort de cet organisme, le carbone 14 présent reste ce qu'il est à l'heure de la mort. C'est cette quantité qu'on peut détecter radioactivement. Un morceau de bois, par exemple, ou un os, contient une petite quantité de carbone 14. Depuis la mort de l'arbre et de l'animal qui contenait le bois ou l'os, la quantité de carbone 14 a diminué. Il faut des milliers d'années pour que cette désintégration ait lieu. Dans le cas du carbone 14, il faut 5760 ans pour que la moitié de la quantité présente à la mort de l'être vivant se désintègre en son isotope stable. En mesurant donc la quantité qui s'est désintégrée, on obtient une indication sur l'époque à laquelle cet organisme vivait. Comme les roches n'ont jamais été en vie, elles ne contiennent donc pas de carbone 14. Même les fossiles qu'on y trouve ne peuvent être datés par cette méthode, car leur matière vivante originelle est devenue pierre. Cela signifie-t-il qu'on ne peut pas dater les fossiles au moyen de radioisotopes? On ne peut sûrement pas se fier avec certitude au carbone 14. Comme vous le savez, on trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires. Ce type de roche contient rarement des éléments radioactifs. Aussi faut-il dater les fossiles par les strates dans lesquelles on les trouve. Or, nous savons à présent que des expériences très récentes montrent que les strates des roches ne donnent aucune indication sur l'âge. D'autres types de roches, telles que les cristallines, qui ne contiennent pas de fossiles, et la lave, renferment parfois des éléments radioactifs. On utilise ces isotopes pour les dater. Pourriez-vous expliquer simplement comment on date une roche avec un isotope radioactif? Oui, prenons un élément radioactif tel que l'uranium. Cet élément se désintègre très lentement en élément non radioactif, le plomb. On peut mesurer en laboratoire le taux de désintégration. En comparant donc ce qui reste d'uranium dans la roche avec la quantité de plomb formée par désintégration et en connaissant le taux de désintégration, on peut calculer le temps nécessaire à la formation du plomb. Si donc la moitié de l'uranium s'est désintégrée en plomb, en connaissant le temps nécessaire à l'uranium pour se transformer en plomb, on peut déterminer l'âge de la roche. C'est du moins la théorie. Pourquoi dites-vous théorie? Si c'est un procédé qu'on peut observer et mesurer, c'est donc un fait scientifique. Pas du tout. Regardez un peu ce diagramme. Vous voyez un certain nombre de particules d'uranium colorées en orange et quelques particules de plomb colorées en bleu. Ici, nous devons envisager trois hypothèses principales.
La première, que toutes les particules de plomb étaient à l'origine des particules d'uranium. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y avait pas déjà quelques particules de plomb dans la roche à sa formation. Car il existe dans les roches beaucoup de plomb naturel qui ne provient pas de l'uranium. Vraiment? Oui, prenons le cas extrême inverse. Si à l'origine cette roche contenait de l'uranium radioactif et pas de plomb, alors le plomb qui apparaîtrait par désintégration de l'uranium permettrait une mesure assez exacte de l'âge de la roche. Mais il faut admettre un cas plus vraisemblable, c'est qu'il y avait un peu de plomb lors de la formation de la roche, aussi son âge est-il moindre que celui qu'on mesure. Il y a aussi le problème des fuites dues à la solubilité. Cela peut-il arriver? Bien sûr. Les sels d'uranium et d'autres éléments radioactifs sont parfaitement capables de se dissoudre dans l'eau et quittent donc l'échantillon. Si donc une roche a été immergée quelque temps, par exemple en période d'inondation, une partie de l'uranium peut avoir été entraînée. L'âge attribué à cette roche par les mesures serait donc plus grand qu'en réalité. Mais il existe sûrement d'autres éléments radioactifs plus fiables que l'uranium. Eh bien, il y a aussi d'autres éléments radioactifs tels que le thorium, le strontium et le rubidium, ainsi que le potassium. Mais on ne peut s'y fier davantage qu'à l'uranium. Les sels de ces éléments sont encore plus solubles que ceux de l'uranium. Une inondation affectant toute la Terre aurait donc pu fausser toutes ces méthodes? Absolument. Tenez, je vais vous donner un exemple de l'effet de l'eau sur la datation radioactive. Il y a moins de 200 ans a eu lieu l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Un morceau de lave de cette éruption, qui avait séjourné dans l'eau, a été daté récemment par la méthode du potassium-argon. On aurait dû obtenir une datation d'environ 200 ans. Or, on trouva 22 millions d'années. À coup sûr, des sels de potassium, qui sont hautement solubles dans l'eau, se sont échappés de l'échantillon, lui donnant un aspect très âgé. On attribua à d'autres fragments de lave provenant du volcan Hualalai et formés en 1801 des âges variant entre 160 et 3000 millions d'années. La situation va donc de mal en pis. Il y a encore un autre présupposé dans la datation radiométrique. C'est que le taux de désintégration serait resté constant et n'aurait jamais varié dans le passé. Pourtant, beaucoup de facteurs ont dû l'influencer. Ainsi, la production de neutrinos par le rayonnement cosmique a pu être augmentée à la suite d'un renversement du champ magnétique terrestre ou de l'explosion d'une supernova. La science a déclaré que ces événements ont eu lieu dans le passé. Ils ont pu avoir un effet certain sur le taux de désintégration radioactive. Si l'on ne peut se fier à la datation radiométrique, de quels autres moyens dispose-t-on? De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. Si par exemple la diminution du champ magnétique terrestre avec le temps s'avère un fait clairement établi, cela tendrait à prouver que la Terre est jeune plutôt que vieille. Une dernière question, professeur. À votre avis, à quand remonterait environ le Big Bang? L'hypothèse du Big Bang a été formulée pour soutenir la théorie de l'évolution. Sans théorie de l'évolution, pas de Big Bang. Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Giertych de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'université de Toruń, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales
sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provient d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration. D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là. En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître, mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présentent telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera.
Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront, ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage, en cessant d'être une variété distincte. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, aurait-il une bonne chance de durer? Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. La science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre? Je crois que c'est parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. C'est seulement depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. La science ne sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé il n'a pu exister d'organisme simple. Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations, lesquelles ont dû être là dès le début. Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. Chaque bactérie, chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique, car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique. Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèse scientifique. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes.
Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivées à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes.